Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire du Club CIC International consacré aujourd'hui aux réussites et aux défis du nearshoring et au Mexique, comme vous le savez. Je m'appelle Pascal Bouvet, je suis le responsable du Club CIC International. Et vous l'avez vu dans la petite vidéo introductive, le Club CIC International, c'est un club qui regroupe 1200 entreprises aujourd'hui et 2700 contacts qui peuvent, par exemple, se contacter grâce à l'app que nous avons développée il y a quelques temps déjà. Mais le club, c'est beaucoup d'autres choses. C'est notamment des webinaires comme ceci, comme celui qu'on va vous présenter ce soir. Vous voyez, je vais vous présenter nos invités mexicains. Ce webinaire va dépeindre les réussites, les défis du nearshoring, je l'ai déjà dit. Je vais vous présenter nos intervenants du soir. Voilà. Alors, avant de les présenter, très brièvement, comme vous le savez, notre présentation devrait durer aux alentours de 45-50 minutes. Derrière, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat, destinées à nos intervenants du jour. Et en fin de webinaire, qui se terminera à 18h, ils auront loisir de pouvoir répondre aux questions que vous avez posées. Voilà ce que je voulais vous en dire. Alors, je crois que notre ami Olivier Soulard, qui est notre directeur de bureau CIC de Mexico, a disparu de l'écran, ce qui m'ennuie un petit peu, mais il était là jusqu'alors. Mais peu importe, je vais lancer quand même les présentations. Espérons que durant ce temps imparti, Olivier puisse revenir sur scène. Et je crois que le voilà. Et il va revenir parmi nous. Bon, avant de le présenter, donc on a le plaisir d'avoir parmi nous Stéphanie Lejon. Stéphanie Lejon qui est avocate à Mexico, bien sûr, pour Advalorem. Bonjour Stéphanie. Voilà. On n'aura pas... Bonjour, pardon. Voilà. Le micro est ouvert, parfait. Stéphanie, le webinaire est réussi, parfait. On a le plaisir d'avoir avec nous Miguel Sileceo et l'honneur d'avoir Miguel Sileceo avec nous aujourd'hui. Miguel est Head of Investment Unit au ministère des Finances du Mexique. Hello Miguel. Bonjour. Miguel, très bien, parfait, parler en français parfaitement, merci beaucoup. Et puis on a aussi, on devait avoir Florent Housset qui malheureusement a eu un contretemps hier et qui pourra pas être avec nous, mais Stéphanie et Olivier le remplaceront efficacement pour présenter le comité des CCE au Mexique. Et nous avons aussi Olivier Soulard, donc notre représentant CIC à Mexico, qui doit intervenir, qui était avec nous ici, mais qui malheureusement, Olivier, qui me dit qu'il n'arrive pas à se connecter, et donc on va essayer de le rapatrier. Voilà. Stéphanie aussi, donc si tout le monde disparaît, moi je vais avoir vraiment la difficulté à lancer ce webinaire. Mais donc ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais faire d'entrée de jeu, c'est que je vais, c'était pas prévu comme tel, mais je vais avoir le plaisir. So welcome Miguel. I will. So can you introduce this webinar
right now because we have a problem with Olivier, and then it will be nice that you can begin this webinar if you like, if you please, Miguel. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Miguel Siliceo, je suis dans le ministère des Finances. Je suis content de l'invitation de CIC. Alors, s'il n'y a pas de problème, Olivier me dit qu'il y a 10 minutes, alors je vais changer à l'anglais. C'est plus rapide. Thank you so much, Miguel. Yeah. But thank you very much for your attention and for your interest that you have in our country, Mexico. I will say that I will start with one small anecdote, and then I will follow up the material that I have prepared very, very fast for nearshoring. I had the opportunity to be in a seminar with different investors in Miami and in Athens just a few months ago, and we were talking about the opportunities that nearshoring presents for the world and for Mexico. And one people came to me and said, could you please repeat what you have just said in the forum about the opportunities that the country has for the nearshoring? I said, yes, certainly. So I am Brazilian American, and I'm interested to invest in Mexico about $1 billion, but I'm not very sure if I need to invest either in the transport sector or the tourism sector. And I say, what is normally is not polite to answer one question with one question, but let me ask you one question. If you decide not to come to Mexico, where will you go? I say, well, that is a very good answer, very good question, because are you planning to go to Brazil, Paraguay, Guatemala, Salvador? Those countries are certainly very, very receptive for foreign investment, but Mexico probably provide different factors and different facilities that make Mexico a very interesting place to invest right now. This is what I have tried to highlight in this presentation. What I prepared for this presentation was basically a presentation trying to highlight what is the phenomenon of the nearshoring, the advantage that we provide, and what are the relationships that we expect with the United States with the arrival of Mr. Trump to the presidency of Mexico. Please, the following. Yes. Yeah, the following chart. Well, in terms of the reasons to invest in Mexico, basically are very clear. One probably the most important one that should be very interesting for foreign investors and for foreign investors for yourselves and the country is that we have financial stability, and we have been, I will say, probably quite aside of the different events that have occurred in the world, like the problem that we have in the Middle East, the one that we have in Ukraine, etc. The area provides some fields that make some stability, and also we have, I would say, the different tools to access different markets. One of the best, the most important factors that we have in our country is that we have changed the face of the country from what we used to have, a country where we produce oil and we export oil, and we are not longer rely on the oil exports. I will say that probably for most of the people that is in the web seminar, that is more or less my age, you may remember that in Mexico in the 90s, 80s, 90s, basically 90% of the total export of the country were oil. Today, the oil bill basically accounts for something like 10% of the total exports from Mexico, and 90% of the exports are basically on the export sector. Whereas the U.S. market and the Canadian market are probably the most important one. Why? Because, as you said, we have the USMCA, the free trade agreement with those countries, and they basically has strength and impulse the Mexican economy. 40% of the Mexican economy is related with the export sector. Then we rely strongly on the international treatments. We rely on the export sector, and we are next to the most important market of the world, which is basically the United States. Then the following, please.
What are the reasons to invest in Mexico? In general, we have a positive GDP growth in this moment, 1.5%. We have foreign direct investment registered the highest in the last 4 years, $36 billion, which for Mexico is very, very high. The remittances from the Mexicans living in the United States are in the highest peak level of almost $43 billion. Yet-to-yet inflation remains quite manageable compared with another countries in Latin America, 4.7%. The public debt has been contained and basically compared with other countries in Latin America, not with the United States, because as you know, United States is the highest public debt indebtedness versus GDP. We continue to control. We have $200 billion in reserves. We have line of credits with U.S. Treasury, with the IMF, and we have a very strong access to the capital markets, which is very important. Why is very important is, I can tell you that when we have the crisis that you may remember, when we have the tequila crisis and so on some years ago, I remember that I was in the Ministry of Finance trying to get financing, foreign resources for the Mexican economy. And I remember to call, you may remember, Lehman Brothers, which was not and I said, what will be the cost for three months money that you can lend to Mexico? I say, there's no price. He said, well, tell me one price. We don't want to provide any financing to Mexico, regardless the price. We are in a very difficult situation to accept as a risk for Mexico. Today, if Mexico wants to access to the international capital markets, you can issue bonds for 10 years, 20 years, 30 years, even a perpetual years. Then the phase and the risk adverse that the country has is very important. We continue, as you know, to have the investment grade, and all these set of different factors made Mexico a very interesting country to accept the foreign investment. Go ahead. Okay. Yeah. What are the main reasons that we identify to invest in Mexico? Well, on the one hand, the income tax reached the historical high of 7.9% of GDP. The public spending focus on poverty and inequality reduction protection. As you know, this administration has focused on a very and rely in social programs really to turn and see the people that had more needs in the country. The spending on social protection, as I mentioned, has increased almost 6.6%, and the reduction of the operation expenses has reduced to 2.1%. Follow. Now, this is a very interesting chart. I know you have the chance to see it, but probably most of the people now I will start in the south of Mexico. You have heard that we have constructed a train in the south of Mexico. It's called Maya train, El Tren Maya. It's on all the south of Mexico, nearby. Probably most of you have the chance to visit some historic sites in our country, in the south of Mexico, where the Mayas are. Basically, the train runs 50 kilometers and will be transport weight and people. This basically has the intention to foster the Mexican economy in the south of Mexico, which for many years has been without foreign investment. In the north of the country, next to the United States, we have a very important manufacturing and conversion plants that basically are set up all the frontier, all the north frontier of Mexico. We call it maquiladoras. Then we have something that we call Sonora plant. This is the one that's in green. Basically, we have lithium, we have electricity, we have railroads. The idea is really to impulse and to expand the relationship with the United States to this particular state who has a lot of natural resources and people. Then probably the most important and irrelevant project that we have is that something that we call
Corredor Interoceánico is on the yellow part. Basically, what we are trying to do is to build a train that runs from one side of the ocean to the Gulf of Mexico to the Atlantic, and it's basically going from Veracruz to Oaxaca. It has 300 kilometers. Just to give you a date, just like 4 months ago, it was an article in a magazine called The Economist, where he was trying to highlight all the challenge and the difficulties that has the area of the Canal de Panama with this climate change. As you know, the Canal de Panama basically works with sweet water, and this is a compensation of sweet water to pass the boats. About 2 years ago, it used to pass in average 40 boats a day. Today, are passing 12 boats a day. Then the challenge that has the Canal de Panama is very strong. What we are trying to build is a train that runs in two ways for train that goes straight and try to basically to compete and substitute to Panama. The idea and the projects that we have already in place and has to restart is the idea is to have all the boats coming from Asia, they drop merchandise in this part, the north part in Veracruz, and they cross the merchandise by train in 3 hours, and they put it on a boat and go to the east part of the country. Probably was the most dynamic, important project. I wouldn't say only for Mexico, but probably if that project can operate correctly, may change the face of the international trade in general, because it's going to speed all the process for that purpose. This is one of the most, right? Please. Okay. Yes, Next Miguel. one. Next one. Question. What will say Donald Trump of this project, Mexican project, to support the nearshoring? There is a danger for the Mexican economy? This particular project has make a danger for the Mexican economy? No, yes, Donald Trump, the Donald new Trump's presidency, the return of Donald Trump to the presidency. Yeah, I would say that probably that everybody has heard about the different threats and all the situation that we have here with Mr. Trump. However, probably we are in Mexico quite optimistic that things may move in the right direction. We rely one country for another in a very strong way, and probably a big advantage that Mexico has, and probably one of the main contents of this particular presentation is that what is clear and is nothing that we can hide is the situation that Trump has against China, and in terms that he is not very receptive. He has this very clear idea that America for Americans, and he wants to try to stop China to invade with products in all over the world. Then the opportunities that we have to access, we are aware North China, to access the international, the American market are very strong. Then probably there are some particular enterprise that we have seen from China moving to Mexico in order to access the international markets and the American market. Then my impression is that certainly there are many articles about the position that Mr. Trump may have, but up to now, the different positions that we have heard are very, very regular in a very optimal way, and very with big respect, because the dependence that we have both economies on both sides are very strong, and this is something that you cannot cut immediately. You really need a big program to cut. Okay. I don't know if I answered the question. Yes. Maybe at the end of the presentation. Thank you very much, Miguel. Sorry? You have a slide more. Okay. The last one, Miguel? The last one is nearshoring has emerged as the strategic option for companies. Mexico offers a range of opportunities across various sectors.
And with the nearshoring, the objective of Mexican leaders is to make Mexico a very important logistic platform with this particular project that I just mentioned right now. And in summary, just to conclude my participation, I can say, I can tell you that nearshoring in Mexico is a very big opportunity. And you may have heard that we have some changes on the judicial area, the legal part, and so on. But I can tell you that I finished with this anecdote. I was 6 months in Athens, and I was talking to a very important investor from India, and he said, I asked him, Rashid, tell me, are you worried for the new legal changes that we have in Mexico, for the new legal process? Are you worried for the Trump arrival to the presidency of Mexico? He said, yes, very worried. Sir. What is that? No, because you have heard and you have read that we are under pressure in some different aspects. Let me tell you, Miguel, what we do, we have at least 10 kilometers of frontier with the United States. You have 3,000 kilometers. You have oil, bonus demographic, young people, lithium, tourism. You have everything. Your country is going to be a very important part of the Mexican economy. Then my conclusion is that whatever you need to know about Mexico, please do not hesitate to contact the Ministry of Finance, and we are happy to address, to orient it, and to give you the best alternatives that you may have. Whatever is in concern, we want to be very clear and very transparent with all of you. Thank you very much. Thank you so much, Miguel. Thank you so much for your intervention. That was so great and so nice. Merci beaucoup, Miguel, pour votre intervention. C'était parfait. Et en plus, c'est d'autant plus parfait qu'on a retrouvé nos intervenants qui avaient disparu au tout début de du webinaire. C'est d'autant mieux. Je pense une certaine gêne, mais voilà, ils sont revenus, ils sont là. Et donc, on les remercie vivement. Donc, j'ai le plaisir maintenant, après l'intervention de Miguel Silecio, de donner la parole à notre représentant CIC à Mexico, le directeur des bureaux, Olivier Soulard. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Je vais vous faire une très brève introduction décalée puisqu'on a eu des problèmes techniques. Comme Miguel l'a expliqué, je voulais juste souligner que le nearshoring, c'est une notion aujourd'hui très utilisée, mais qui n'est pas du tout nouvelle pour le Mexique comme on l'a vu. Ça a même été un précurseur, ça a été le premier réceptionnaire d'investissement direct de l'étranger devant la Chine pendant des années. Donc aujourd'hui, on a un profil pays qui est très particulier et loin de l'Amérique du Sud, donc parfois on nous rapproche, on est clairement en Amérique du Nord et le commerce extérieur du Mexique représente 90% de son PIB et le commerce extérieur du Mexique équivaut au commerce extérieur des autres pays d'Amérique latine, Brésil inclus, cumulé, pour avoir une idée du profil du pays. Et on a un traité de libre-échange avec le Mexique qui n'est pas assez mis peut-être en avant par les pouvoirs publics. On en parle en tant que CCE. Aujourd'hui, on parle de l'Argentine, du Brésil, du Mercosur, alors qu'on a un traité qui fonctionne depuis 25 ans. Et quand on est au Mexique, on est en zone Amérique du Nord, en production et commercialement. Donc, on est très différent des autres pays d'Amérique du Sud qui, eux, travaillent principalement avec la Chine. C'est leur premier partenaire commercial. La nouveauté, c'est l'essence, la nature du phénomène qui s'accentue aujourd'hui. On arrive à une notion qui serait peut-être plus du friendshoring que du nearshoring, c'est-à-dire que plus il y a de tensions géopolitiques dans le monde, et plus d'ailleurs la guerre sino-américaine s'accentue, mieux c'est pour le Mexique, plus c'est bénéfique pour le Mexique. Et pour terminer, le phénomène s'accentue, mais il est encore difficile à mesurer. Alors, on a des annonces d'investissement direct de l'étranger qui sont évaluées à 106 milliards en 2023. Alors, il y a de grands décalages entre l'annonce et la réalité, puis ensuite, il y a l'inertie dans la mise en place. Mais on a quelques indicateurs qui sont très intéressants, de chiffres illustratifs pour voir ce qui se passe au niveau du Mexique. On a des zones industrielles qui sont pleines de Tijuana à Monterrey, dans le nord du pays, où on est juste de l'autre côté de la frontière. Ces zones industrielles ont des taux de remplissage de 90 à 99%. On a 80 millions de mètres carrés aujourd'hui de zones industrielles et il faudrait en construire 15 millions supplémentaires pour répondre à la demande sur les prochaines années. On a un autre indicateur de formation brute du capital de zones de construction non résidentielle qui a augmenté de plus de 40%
en 2023. Donc là, on a des chiffres réels sur ce qui est en train de se passer au Mexique. Alors, je vais revenir sur très rapidement sur le TMEC. Oui, ça c'est en forme d'anecdote. Le TMEC, c'est la nouvelle version de l'ALENA qui a été mise en place en 2020 et qui a 16 ans de validité. Hein. Donc, il est en vigueur jusqu'en 2036. Il a été signé sur l'impulsion de Donald Trump en novembre 2018. Et on voit à droite, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, ce qui était pointé du doigt par l'administration américaine, c'était le déficit fiscal commercial des États-Unis avec le Mexique. En 2018, il était de 69 milliards et aujourd'hui, il est de plus de 150 milliards. Donc, voilà le résultat du TMEC qui, en fait, dans son ADN, porte le nearshoring, puisqu'il y a des règles d'origine de sourcing local qui sont parmi les plus contraignantes des traités de libre-échange au monde. Alors, il faut relativiser beaucoup de choses, à savoir que quand chaque dollar exporté par le Mexique a 40% de contenu états-unien. Alors, ça donne, je vais donner des exemples plus précis, peut-être plus parlants. J'ai parlé, par exemple, à un acheteur de Magneti Marelli, pour ne pas le citer, responsable de la zone NAFTA, enfin TMEC aujourd'hui, responsable de cette supply chain. Ils ont besoin de sourcing local et qui me disait qu'il avait besoin de substituer 40 millions d'euros d'importation d'Europe de produits en aluminium usinés high pressure die casting. Voilà, donc ça, c'est les problématiques que rencontrent les entreprises, les grandes entreprises en local. On va continuer car le temps tourne. Alors, on a des opportunités qui sont croissantes. On a compris que le secteur automobile, c'était un secteur stratégique. Aujourd'hui, le Mexique, c'est le 4e exportateur mondial, mais aussi l'aéronautique. Ah. Je crois que nos petits ennuis continuent et notre ami Olivier, que vous avez vu intervenir et apparaître, vient de nous quitter subitement. Et donc voilà, c'est les joies du direct, c'est en direct de Mexico. Et donc voilà, Olivier, on va attendre 1 minute en espérant qu'il puisse réapparaître parmi nous. Et voilà. Donc, il nous expliquait les opportunités et challenges. J'aurais bien du mal à prendre sa place, et si ce n'est à vous faire une plate intervention sur ce qui est affiché à l'écran. En tout cas, donc, vous l'avez compris avec l'intervention de Miguel et celle aujourd'hui d'Olivier qui revient parmi nous. Il est de retour. Je suis de retour. Excusez-moi, je ne maîtrise pas cette problématique. On me dit que je suis connecté sur deux fenêtres. Je vais continuer avant d'être déconnecté. Et puis, on va passer la parole à Stéphanie. Non, mais je t'en prie, Olivier, vas-y. Oui, excusez-moi. C'est un peu déstabilisant. Alors, on a en fait des opportunités très importantes au Mexique, comme on l'a vu, mais en plus qui sont en croissance. Alors là, il y a en bas, on voit quelques photos avec les usines de BMW, par exemple, Kia, et à droite, Audi. C'est des investissements, vous avez les montants qui datent de 2016, les unions ont ouvertes. Et je vous ai mis d'ailleurs les investissements en cours, prévus en 2024. On peut aussi citer Michelin, qui va investir 2 fois 500 millions en plusieurs années pour arriver à avoir son usine la plus grande au monde au Mexique. Et d'ailleurs, ici, BMW, c'est un exemple intéressant parce que quand BMW San Luis Potosí envoie une voiture au Japon, elle est taxée à 0%, alors que BMW Atlanta, quand BMW exporte une voiture au Japon, la voiture est taxée à 5%. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler le friendshoring et qui se manifeste par des investissements qui sont toujours en cours malgré ce qui se passe, je dirais, avec les discours nord-américains, enfin états-uniens, du futur gouvernement. Donc, on a des importations de biens d'équipement aujourd'hui qui sont en forte croissance, de 20% en 2023, ça c'est des indices. Il faut savoir que les biens d'équipement, les machines-outils d'un certain niveau technique sont importés en totalité au Mexique. Ça représentait plus de 50 milliards l'an dernier, presque 10% des importations. Donc là, on a un grand nombre d'offres internationales. On a des fournisseurs français qui sont présents dans la plasturgie, dans le travail des métaux, les finitions de métaux, dans toutes les techniques que je dirais de précision. Et il y a besoin d'intégrateurs, il y a besoin d'installateurs. Ça, c'est une particularité du Mexique en export direct, à savoir, je vais prendre un exemple d'un client qui nous a expliqué dernièrement avec un exemple comparatif très intéressant qu'il envoyait ses machines
à une entreprise du CAC 40 présente en Indonésie et au Mexique. En Indonésie, il envoie la machine, il n'y a pas de problème. Et au Mexique, il faut du SAV, il faut former les gens. Le client final souhaite avoir un fournisseur mexicain qui puisse répondre 24 heures sur 24 en cas de problème technique. Donc, le pays a ses particularités, je dirais. Voilà je vais vous donner d'autres exemples qui sont aussi parlants en termes d'opportunités en export. On a un certain nombre en fait d'entreprises françaises qui font de l'export indirect et c'est plus fréquent en fait qu'on pourrait le penser. Donc l'export indirect, c'est les entreprises françaises qui sont présentes ici sur place. Il y en a quand même 700. Toutes les entreprises, 38 entreprises du CAC 40 sont présentes avec des positions de premier plan et qui achètent à leurs fournisseurs traditionnels français. On a fait l'exercice avec un client qui fabrique des machines de travail de métal à froid de très haute précision, qui est présent au Mexique via son client français. Et on a regardé ce qui se passait sur place. Le concurrent allemand était omniprésent avec une place quasiment monopolistique et des marges, parce qu'on a pu avoir accès au prix, et des marges qui étaient très confortable selon notre client. Donc nous, on a approché des clients finaux, des multinationales, et des acheteurs mexicains qui, comme on l'a dit, ont leurs particularités. C'est pas parce qu'on vend à une filiale du groupe qu'au Mexique, ça va être aussi simple. Mais là, on a été bien reçus, et à savoir que les CAPEX s'ouvrent. En général, les entreprises filiales d'un pays travaillent avec le fournisseur du pays, les Espagnols avec les Espagnols, les Coréens avec les Coréens, etc. Aujourd'hui, les CAPEX s'ouvrent et on a été bien reçus et ils étaient tout à fait ouverts à ouvrir et intégrer notre client dans les appels d'offres. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer le nearshoring et on va dire le friendshoring, à savoir que les entreprises aujourd'hui recherchent non plus seulement un prix, mais être dans une zone amie, entre guillemets, une zone connue, maîtrisée. Je travaillais pour une entreprise qui dessert le Mexique depuis le Canada sur l'outillage pour du stamping, pour de l'emboutissage de haute précision. Ce sont des outillages qui sont très techniques et qui sont des investissements relativement lourds. Cette entreprise de 16 000 personnes présentes dans le monde entier, faisant de l'emboutissage, est fournie par une société sœur en Chine et recherchait malgré tout une alternative parce que les délais, à cause des problèmes de qualité, à cause des problèmes de présence. Donc, on peut avoir même des entreprises qui sont livrées intra-groupe et qui recherchent des alternatives. Donc, on va passer au sujet de l'implantation. Le tissu industriel mexicain est très disparate, c'est le moins qu'on puisse dire. On a des multinationales présentes, notamment américaines. Parmi les 100 plus grandes entreprises au Mexique, il y a les 40 plus grandes sont nord-américaines, états-uniennes. On a un tissu local de très grandes entreprises qui travaillent aux standards occidentaux. On a des ETI et aussi des PME qui s'installent du monde entier, et notamment d'Europe et de France. Et on a un tissu local de PME à capitaux mexicains qui est plutôt avec un outil vieillissant, des problèmes de productivité et qui, en fait, ne comble pas les besoins dont on a parlé, l'appel d'air en local de niveau technique. Donc, on a des profils très disparates et on peut avoir même des ratios, on voyait dernièrement sur des métiers particuliers de productivité avec des différences de 1 à 3 par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Ce qui explique cet appel d'air. Alors maintenant, les problématiques que l'on peut avoir, ce sont des problématiques en implantation qui sont les suivantes. Ce sont des zones industrielles qui sont saturées, des prix en dollars qui sont assez proches d'ailleurs des prix américains. Pour vous donner une idée, Querétaro, où se trouve Safran, Airbus, qui est toute une région en plein boom, enfin ça fait une dizaine d'années, qui a multiplié par 2 son PIB. On est à 6,57 $ du mètre carré au mois, charges incluses avec les charges foncières. À Monterrey, près de la frontière, on est à 9 voire 10 $, même plus de 10 $ par mois, dans des zones industrielles bien équipées et sécurisées. Donc, on a sur place des problèmes de productivité, des aspects contractuels et juridiques dont on va parler, et un sujet à prendre en compte, si on a besoin de sourcing local, ce n'est pas très simple. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a des fournisseurs, des sous-traitants bien structurés
de taille honorable, mais qui sont à plein en termes de capacité, de carnet de commandes, et ensuite des entreprises de moindre taille ou petites qui sont peu optimisées avec des problèmes de délai et des problèmes de qualité. Alors, un dernier retour terrain sur comment s'implanter. Il y a bien sûr l'implantation ex nihilo, le rachat de cible ou la création de JV. En termes de rachat de cible, on peut voir des décalages entre les CV et ce qui existe dans la réalité, ce qui pousse parfois nos clients à décider des créations ex nihilo. En termes de rachat de cible, attention aux passifs cachés, ce sont des expériences que nous avons eues dernièrement. Et on se rend compte quand on approche les PME mexicaines d'une certaine taille, qu'elles sont régulièrement courtisées par les investisseurs étrangers, de plus en plus asiatiques d'ailleurs. Par contre, on a affaire à un capitalisme encore traditionnel familial et des grosses difficultés à ouvrir le capital. Donc, la contre-proposition quasiment systématique, c'est oui, ça m'intéresse, mais on va créer un JV qui peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Et je vais laisser la parole à Stéphanie, le temps passe, pour nous parler de ses retours terrain sur ces sujets-là. Merci Olivier, parfait. Stéphanie, je vous en prie. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation à participer au webinaire. Alors, je vais juste vous apporter un éclairage un peu plus pratique sur les formes d'implantation, implantation directe, rachat ou joint venture. J'ai pu accompagner il y a quelques années une entreprise française parce que au préalable, il faut vous dire qu'une implantation au Mexique, c'est linéaire, c'est-à-dire qu'on franchit des étapes qui se succèdent. Ça va prendre un certain temps et il faut respecter toutes ces étapes pour arriver au bout d'une implantation. Alors qu'en France, par exemple, vous avez un centre de formalité des entreprises, vous réunissez l'ensemble de l'information et c'est ce centre qui va dispatcher, je dirais, en étoile aux différentes administrations. Et j'ai accompagné il y a quelques années une entreprise dans le cadre d'une implantation industrielle qui avait mis en place en amont, c'est pour ça que je vais vous en faire part, un partenariat France-France, c'est-à-dire qu'il avait trouvé une entreprise complémentaire française établie bien sûr en France, entreprise française, qui avait déjà une implantation industrielle au Mexique. Et ils ont passé en France, sous droit français, des partenariats de prestations de services, de mise en place d'une ligne de production, de services comptables, enfin tout ce dont cette entreprise, dans le cadre de son implantation, avait besoin, ce qui lui a permis d'arriver très rapidement au Mexique et d'être opérationnel le temps de mettre en place tout ce dont elle-même avait besoin pour la constitution de sa société et de l'ouverture de son site industriel. Ça a extrêmement bien marché, c'est très efficace, c'est relativement peu coûteux, puisque nous, côté mexicain, avocat, l'accompagnement a été relativement simple. Au bout de 2 ans, cette société a pris son envol, a trouvé le terrain industriel sur lequel elle a construit et fonctionne très bien. Il s'agissait de sociétés complémentaires en France, dans le secteur automobile, et je vous invite sincèrement à vous rapprocher du CIC qui connaît très bien le tissu des entreprises tant côté français que des implantations mexicaines pour, si jamais vous envisagez une implantation industrielle au Mexique, essayer de le faire dans ce cadre-là. Je l'ai rarement vu et ça a très très bien marché. Donc ça, c'est un retour d'expérience sur l'implantation directe. Sur les rachats, je ne vais pas en rajouter plus à ce qu'a dit Olivier. Il faut faire des audits, il faut vraiment regarder de près. Il y a aujourd'hui quand même des outils fiscaux intéressants, notamment des certificats de bonne exécution des obligations fiscales et sociales au Mexique qu'on obtient assez rapidement. Si on trouve des passifs qui peuvent être réglés, il n'y a pas de grande difficulté. En revanche, s'il y a trop de passifs ou trop d'incertitudes, il vaut mieux partir sur un rachat d'actifs par une société qui sera constituée sur place. Et enfin, pour les joint ventures, les partenariats. Le constat, j'ai vu autant de réussites que d'échecs. Et là où j'ai vu des partenariats qui ont fonctionné, c'est quand l'entreprise française, quand elle rentre dans un partenariat qui très généralement est majoritaire avec le partenaire mexicain, est présente. C'est-à-dire qu'elle va s'impliquer. Elle va s'impliquer dans l'administration, elle va être aux côtés de l'entreprise mexicaine, et c'est comme ça que ça va relativement bien marcher. L'autre expérience que j'ai pu voir au niveau des entreprises, c'est des prises de participation croisées. C'est-à-dire non seulement l'entreprise française qui vient prendre une part du capital de la société mexicaine, mais qui est à même également de proposer des actions d'une société holding en France aux actionnaires mexicains.
Ça intéresse beaucoup les Mexicains d'avoir des participations dans des sociétés françaises également, ça les motive et ça crée des liens qui sont d'une autre nature et généralement ce sont des partenariats, des joint ventures qui marchent bien. Voilà, ça c'était juste pour rebondir sur les questions d'Olivier. Voilà. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet sur les implantations. On est de plein pied dans l'implantation. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Ce que je veux juste vous manifester, c'est qu'on est dans un système juridique compréhensible au Mexique. On n'est pas perdu. C'est un système de droit civil basé sur le Code civil Napoléon. Nous avons 2 cultures qui sont amies, qui sont proches. Donc, l'approche Mexique n'est pas si difficile que ça. Il n'y a pas, par ailleurs, de limite à l'investissement. Il n'y en a pas beaucoup de limites à l'investissement étranger. Il n'y a pas de capital social minimum requis pour constituer une société, alors qu'en France, par exemple, pour une ESA, il faut 37 000 euros. Vous avez l'obligation d'avoir 2 associés ou 2 actionnaires, mais ça n'est pas vraiment une réelle contrainte. Et de plus en plus de démarches sont digitalisées. Donc, ça ne présente pas en tant que tel un obstacle. Le fait de s'implanter, ça prend un peu de temps, il faut anticiper, il faut se faire accompagner. Alors, il existe au Mexique aussi, ce qui est important à dire, c'est que le Mexique est une fédération, donc on a 2 niveaux. On a un niveau fédéral en termes juridiques et toute la matière, j'allais dire, droit des affaires relève de la compétence fédérale. Et on a aussi des textes et des compétences qui sont propres aux États, notamment en matière fiscale. Il existe au Mexique, on a parlé de la réforme judiciaire, enfin Miguel a vaguement abordé le sujet, il y a une énorme réforme du système judiciaire, du pouvoir judiciaire mexicain qui est en marche. On n'a pas encore tout à fait du recul, elle a un petit peu inquiété, mais bon, moi je ne suis pas aussi pessimiste sur le sujet. Il faut savoir que le Mexique a aussi énormément d'organismes d'arbitrage qui sont implantés dans le pays, arbitrage de la CCI internationale bien sûr, mais il y a également le centre d'arbitrage mexicain, la Chambre nationale de commerce de Mexico a un centre d'arbitrage, donc il y a beaucoup de possibilités et le Mexique a adhéré à toutes les conventions internationales importantes, par exemple sur la vente internationale de marchandises, la convention de New York pour l'exécution des sentences arbitrales, de la Haye pour l'apostille. Donc le Mexique est doté de tous les outils juridiques importants, fiables, qui seraient très similaires à ce qui existe en Europe. Donc là-dessus, il ne faut pas avoir non plus de crainte importante. Il faut se faire accompagner, ça c'est en revanche important. Le Mexique, comme l'a dit Miguel, a signé énormément d'accords de libre-échange avec plus de 50 pays, qui réduisent donc considérablement les barrières tarifaires et les barrières douanières. Et le Mexique est membre de l'OCDE, comme ça a été mentionné, et a signé un grand nombre de conventions fiscales qui sont extrêmement utiles. Et pour l'information, la convention fiscale entre la France et le Mexique est particulièrement intéressante. Elle a encore des clauses qui ne s'appliquent pas avec les autres pays, notamment en matière de distribution de dividendes. Alors, il y a des conditions à remplir, mais sachez qu'on a une convention qui est plutôt favorable. De plus en plus de démarches au Mexique sont digitalisées. Ça, c'était un grand projet de l'administration précédente et je pense qu'il sera poursuivi par l'administration en place, de digitaliser les démarches. Bon, des fois, ça bug un petit peu comme nous aujourd'hui, mais grosso modo, ça marche bien. Enfin, c'est quelque chose qui coupe en plus les liens directs avec les administrations, qui permettent d'avoir quand même des retours assez rapides et assez bons. Alors, pour vous parler rapidement, IMEX, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le Mexique a mis en place des mécanismes de facilitation de la fabrication en vue de l'exportation qui sont extrêmement intéressants. Donc, dès lors que vous allez importer pour réexporter, le Mexique est quand même une place exceptionnelle, de par tous les accords de libre-échange qui ont été signés, qui vous permettent donc l'abaissement des droits de douane, mais également par ce programme de promotion de l'export qui a été mis en place par le gouvernement fédéral, qu'on appelle nous IMEX, que vous avez peut-être entendu sous le nom de Maquiladoras, qui a été mentionné par Miguel. Et bien entendu, il existe, alors c'est assez technique, il existe différentes modalités d'IMEX, on appelle ça IMEX industriel, IMEX shelter, etc. Et pour en bénéficier, il faut pouvoir prendre l'engagement d'exporter d'une valeur annuelle supérieure à 500 000 $ ou l'équivalent peso, ou bien de prendre l'engagement de facturer à l'exportation moins 10% du montant du chiffre d'affaires total. Donc c'est assez facile
d'en bénéficier. Et ça présente des avantages énormes en matière de fiscalité, en matière de TVA et en matière d'impôt sur les sociétés. Donc, dès lors que vous avez un projet d'implantation industrielle au Mexique, ou si vous avez compris les échanges précédents, le Mexique est totalement ouvert, vous pouvez quand même bénéficier en plus d'un cadre juridique qui est quand même, de mon point de vue, assez exceptionnel, qu'on trouve dans peu de pays. Voilà, je pense que j'ai balayé très rapidement ce que j'avais à vous dire. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup pour cet éclairage. Juste avant, peut-être, on va passer déjà à une question qu'Arnaud Dufoy, que je salue, nous pose, adhérent qui est parmi nous, pose dans le chat, parce que je crois que c'est le bon moment avant de le faire. Arnaud nous disait, le passif caché peut-il être couvert par une garantie d'actifs passifs? Est-ce qu'elle existe au Mexique? Alors, je vais répondre. Les garanties d'actifs et de passifs, bien sûr, elles se constituent quand on met en place ces accords. Elles peuvent être données, il y a différentes façons de les mettre en place. On peut le faire via des trusts. Enfin, nous, au Mexique, on appelle des fideicomis. Je pense que Miguel connaît très bien le sujet, d'ailleurs. Miguel, que conoces muy bien el tema de garantías de pasivos y de activos y de garantías que se pueden solicitar. Donc, on a au niveau bancaire ce qu'on appelle aussi les fianzas, qui sont des cautions. Alors, les cautions sont des institutions qui ont pignon sur rue au Mexique et qui peuvent fournir également des garanties de bonne exécution des contrats ou des garanties financières, ou simplement d'avoir une réserve sur le prix, ou d'avoir, pour garantir les passifs, ces fameuses garanties croisées qui peuvent être soumises à des résultats. Il y a toutes sortes de possibilités pour assurer les garanties de passifs. Il faut le prévoir au niveau des contrats, dès l'origine des contrats qui vont être mis en place avec les partenaires mexicains que vous allez, enfin les sociétés mexicaines que vous voulez racheter. Voilà. Ok. Oui, donc une garantie de passif ou équivalent existe évidemment. Si oui. Vous voulez acheter une entreprise au Mexique. Il y a différentes modalités, oui. Oui, j'imagine bien. Est-ce que, et il nous dit aussi, est-ce que dans cette participation croisée est-elle complexe du point de vue fiscal? Alors, c'est intéressant, oui. Alors, complexe, non, parce que d'abord, on a ces fameuses conventions fiscales. Après, et je vous dis, la convention fiscale, oui, ça convient d'être étudié, mais au Mexique, d'abord, on est fiscalisé sur les ressources obtenues. Alors, si on est domicilié fiscalement au Mexique mondialement, mais sur les ressources obtenues, c'est-à-dire qu'il faut avoir des revenus pour générer une fiscalité, ce qui n'est pas toujours vrai en France. Donc, on est quand même sur une fiscalité là-dessus qui est, je dirais, accommodante, assez immédiat. Oui. Après, la convention fiscale vous évite de payer des doubles impositions sur les revenus qui seraient perçus. Elles ont des conditions. Il faut bien sûr voir quelles sont les conditions de mise en application. Mais elle marche bien, notre convention fiscale. Je sais que le Mexique veut la renégocier, Miguel, depuis longtemps. Mais pour le moment, elle n'est pas renégociée. Et elle présente certains intérêts, je dirais, pour les entreprises françaises implantées au Mexique, notamment en matière de dividendes. Ok. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que... Miguel, do you want to say something about this topic? You have to shut off on the microphone. Okay. You hear me? Yes, we can. Of course. Yeah. You just say about the particular issue that correctly mentioned, Stephanie, is about the guarantees. When in some years ago, the issue of guarantees is a very important issue, because when you want to access for the investment in a different country, you normally request some sort of guarantee in order to assure that what you are invested are very secure. I would say that some years ago, the guarantees used to be quite released by the Mexican government with some sort of facilities. But as market has changed, has been mentioned, the market has sophisticated. Now there are different mechanisms with the private sector and international organizations
to have this sort of guarantees. But normally, my point is, don't rely that the Mexican government will provide a guarantee, because that has been very limited. We probably provide the guarantees for the international banks and some official banks like Bancomex, Nacional Financiera, but for particular transactions, we have to access to local mechanisms or international mechanisms, like the insurance company like SACE, or some international companies like SACE. In the moment, the COFAS was something to cooperate with Mexico and so on. But normally, they do not rely that the Mexican government will provide a guarantee. This is something that we have limited at the Ministry of Finance. It's not something that I don't want to incentivize, but it's something that we want to do guarantees. Yes, we have the mechanisms, but we have to the private sector on that particular instrument. Of course. Thank you so much, Miguel. Thank you so much. Alors, pour compléter, la COFAS est toujours présente au Mexique, mais je dirais plus de façon privée, puisque c'est BPI France qui a repris cette partie-là. Et effectivement, c'est intéressant de se rapprocher de BPI parce qu'ils peuvent apporter, eux, certaines aides d'accompagnement et garanties dans le cadre des opérations qui sont mises en place au Mexique. Yes. Alors, j'en profite pour préciser que Miguel a été directeur général de Bancomex, qui est l'équivalent de la BPI en France. Oh, oui, c'est pour ça que je savais que Miguel est très au courant de ce qui existe au Mexique. Merci beaucoup. Thank you so much, Miguel. Miguel. Y a-t-il des questions supplémentaires? Pas pour l'heure, mais ce que je vous propose, c'est comme c'est un webinaire un peu atypique, on va le dire comme ça, avec des disparitions, des réapparitions, et on devait avoir un témoignage de Florent Housset, qui est le président du comité CCE du Mexique, vous savez, les conseillers du commerce extérieur, qui sont partenaires du CIC, du Club CIC international. Florent n'a malheureusement pas pu être avec nous ce soir, mais néanmoins, faute de Florent, on a une Stéphanie et un Olivier qui eux-mêmes font partie du bureau de CCE Mexique, et donc ils vont nous parler, je crois. On a une petite vidéo, à passer à ce sujet, et donc ce que je vous propose avant de reprendre la parole et de présenter cet événement, Stéphanie et Olivier, c'est de passer la vidéo qui fait une petite minute, je crois. OK ? Très bien. Et je dis à Charlotte d'envoyer la vidéo. Pascal, je crois que vous êtes en mute. En effet. En plus, j'oublie d'ouvrir mon micro. Voilà. On aura à peu près tout fait ce webinaire. Donc, je disais 50 secondes qui donnent plutôt envie de venir au Mexique, n'est-ce pas? Et donc, Stéphanie, je vous laisse présenter l'événement comme vous le souhaitez. Oui, alors très rapidement, puis Olivier, tu complètes. Donc effectivement, Olivier et moi-même sommes membres du comité Mexique des conseillers du commerce extérieur de la France, et ce comité organise l'année prochaine le Forum des Amériques, qui aura lieu donc du 26 au 28 mars. On ne peut que vous inciter à venir, puisque d'abord CCE Amérique seront présents, mais énormément des entreprises qui sont et des acteurs du marché mexicain. Donc c'est le plus gros forum sur le Mexique qui sera organisé depuis pas mal d'années. On n'en a pas eu. Ça va réunir énormément de monde, et c'est l'occasion de venir à la rencontre de ce marché et des entreprises qui y sont présentes. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Je crois que les inscriptions viennent d'être ouvertes, ou le seront prochainement. Je sais qu'elles sont ouvertes au CCE et prochainement à tout le public. Donc, on vous le fera savoir, mais vraiment participez. Olivier, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter.
Oui, bien, je peux préciser que Stéphanie Lejon est vice-présidente. Notre président est à Dubaï, il n'a pas pu se rendre disponible. Il est président aussi de la Commission Amérique latine, donc c'est Florent Housset qui a beaucoup poussé le Mexique pour afficher le pays en France, qui commence à avoir du succès. Moi, j'étais à un forum Amérique latine au Sénat début octobre. Il y avait 300 participants. Et le Mexique, c'est bien sûr un acteur incontournable. Alors, au niveau du forum, il va y avoir, je ne sais pas si on peut divulguer, hein, c'est encore en cours de confirmation, en effet, des interlocuteurs et de très haut niveau, dont normalement le ministre de l'économie du Mexique. Il va y avoir des rendez-vous B2B. Nous, CCE, on sera en charge de faciliter la communication. Il y aura aussi des entreprises mexicaines qui vont participer. Donc voilà, ça c'est en mars, du 26 au 28 mars, sauf erreur de ma part au niveau des dates. Non, c'est bien ce que disait 500 participants sont prévus. Il y a Voilà. déjà plus d'une centaine d'inscriptions qui ont eu lieu. Bon, très bien. Écoutez, merci pour ce point. Est-ce que on n'a pas d'autres questions dans le chat, semble-t-il, c'est à ce sujet. Mais est-ce qu'il y a d'autres points qui vous sembleraient importants On a vu l'attrait du Mexique, et ainsi de suite. Et est-ce qu'il y a d'autres points qui vous sembleraient importants de préciser, Olivier, peut-être? Alors, oui, le Mexique est en passe de devenir le premier client des États-Unis. C'est le second actuellement, et c'est son premier fournisseur. Pour revenir un peu sur les sujets politiques, économiques. Donc, c'est pour relativiser, je dirais, les attaques, on va dire, de Trump, qui est déjà connu. C'est-à-dire que c'est pas un phénomène nouveau. Quel serait l'avantage des États-Unis de se fâcher avec le pays qui est en passe de devenir son premier client et qui est son premier fournisseur? C'est quand même un point très important à souligner. Clairement, tu as raison. Et on voit, et tu l'as montré dans tes slides, que la période de présidence Trump n'a été qu'un accélérateur des échanges entre le Mexique et les États-Unis, contrairement au dire de ce monsieur. Voilà, tout à fait. Et en fait, les menaces douanières ne peuvent se faire que sous l'excuse, on va dire, de menaces à la sécurité nationale. Il y a déjà eu un précédent sur l'acier et l'aluminium, et les droits que l'administration Trump avait imposés sur les produits mexicains n'ont duré que quelques semaines. C'est-à-dire qu'économiquement, c'est peu tenable. Il y a 1,5 milliard d'échanges quotidiens entre les deux pays, des produits qui traversent parfois jusqu'à 8 fois la frontière. Donc ça, c'est la base du pays qu'il faut vraiment prendre en compte, avoir en tête. Merci beaucoup. Juste pour conclure et faire un peu de prosélytisme pour CIC et d'export, dire qu'évidemment, vous avez vu Olivier, pour ceux qui ne le connaissent pas, notre directeur de bureau CIC à Mexico, évidemment, avec Stéphanie, avec tous ses contacts, nous sommes prêts via CIC et d'export, à vous accompagner pour toute implantation ou toute prestation que vous jugerez utile sur ce grand et beau pays du Mexique. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. J'espère que ce webinaire vous a donné des idées, en tout cas répondu à un certain nombre de vos interrogations et de vos questions. I would like to thank you so much, Miguel. Merci beaucoup, Miguel, pour votre... Merci. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, merci beaucoup pour bonne chance pour CIC Mexique. J'espère que vous nous pouvez aider pour quelque chose que vous voulez faire. Gracias, Fanny. Gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Stéphanie, pour votre clarté et votre expérience. Et puis, merci à tous nos intervenants, Olivier. Et donc, je vous dis pas, le prochain webinaire du club n'aura pas lieu en décembre, mais en janvier. Et vraisemblablement, on fera un tour d'horizon géopolitique et risque, bien sûr, dès le mois de janvier 2025. Mais évidemment, vous allez nous retrouver d'ici là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à nos intervenants une nouvelle fois. Et puis, très bonne journée pour nos amis mexicains.
Et puis, et très bonne soirée pour nos adhérents et amis français. Bon. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Adiós. Bye.